Bonjour, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme Hack2Box. Donc je sais que ça fait 2 semaines à peu près que j'ai pas sorti de vidéo. J'avais prévu normalement de sortir des vidéos CTF, sauf que comme je n'étais pas chez moi, j'avais pas mon PC fixe et mon PC portable. Comment vous expliquer c'est de la merde, voilà, littéralement. Il a très mal vieilli, donc bon, pour ce qui est de record des vidéos et les monter, c'est une horreur. J'ai essayé de record des vidéos, mais bon, la qualité me plaisait pas trop, donc je retourne encore une fois. C'est la 3e fois que je retourne la même vidéo CTF. Fermeture de la parenthèse. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur la box Soccer. Pourquoi je fais cette box? Eh bien en fait récemment, dans les commentaires d'une vidéo, quelqu'un m'a parlé d'une liste de box pour préparer l'OSCP qui a été créée par TG Null. Donc c'est une liste en fait qui contient les différentes box, Hack2Box qui peuvent servir à préparer l'OSCP. Et donc cette personne m'a demandé si je pouvais faire ces box en vidéo. Désolé si ça a mis du temps à arriver, du coup j'essaierai de sortir la vidéo dès que possible là, puisque je suis rentré chez moi en fait hier. Et donc là je record la vidéo maintenant. Je vais essayer de l'upload pour demain si j'y arrive. J'ai déjà fait quelques box de cette liste. Par exemple la box Flight, je crois, Cerberus, mais je l'ai pas fait en vidéo celle-là. Il y a quelques box de la liste que j'ai déjà fait, mais je les referai en vidéo de toute façon. Alors par contre, je voulais préciser quelque chose, étant donné que c'est dans le but de préparer l'OSCP, je vais essayer de me mettre dans les conditions de l'OSCP et de ne pas utiliser les outils interdits à l'OSCP. Si on croise des injections SQL par exemple, je les ferai à la main, je n'utiliserai pas SQLmap puisque c'est interdit à l'OSCP. J'essaierai de ne pas utiliser le MetaPreter, etc. Les box que j'ai déjà fait en vidéo avec le MetaPreter ou autre, j'essaierai de vous les refaire en version OSCP pour vous montrer la méthode utilisable à l'OSCP du coup. Donc voilà, donc là on commence avec Soccer, c'est une box easy, puis après on fera les medium puis les hard. C'est une box que j'ai déjà fait, du coup comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de record la vidéo, là c'est la 3e fois que je record, donc la qualité me plaisait pas, mon PC ramait trop, enfin bref. Donc j'avais envie de le refaire, donc là je la refais sur mon PC fixe, normalement cette fois-ci c'est la bonne. Donc je vais copier l'adresse IP. Alors étant donné que j'ai déjà fait la box, évidemment je me rappelle de ce qu'il faut faire, donc ça sera plus facile pour moi. Donc voilà, je me suis connecté sur ma machine attaquante, je me suis connecté aussi au VPN de Hack2Box, et si je fais ping l'adresse IP de la box, vous voyez, je reçois bien une réponse, 64 bytes from, donc là on voit bien que la machine cible me répond. Donc c'est parti, on peut commencer la box. Donc comme d'habitude, on commence par un scan Nmap pour voir quels ports sont ouverts sur le serveur et quels services sont sur ces ports. Donc on fait Nmap, l'adresse IP cible, -A majuscule pour faire un scan agressif. Donc je le répète, un scan agressif c'est quoi? C'est un scan qui va permettre de lister les ports ouverts, les services qu'il y a sur ces ports, leur version, et on va aussi exécuter les scripts par défaut de Nmap pour énumérer plus d'informations spécifiques à chaque service. -P- pour scanner tous les ports, du port 1 au port 65535, -T5 pour utiliser le template de vitesse 5 qui est le plus rapide, -V pour activer le mode verbeux ou verbose en anglais, pour afficher des détails en temps réel sans attendre la fin du scan, et -ON nmapresults.txt. Alors pourquoi à chaque fois je réécris la commande à la main au lieu de créer un alias? C'est pour les gens qui tombent sur la vidéo et qui n'ont pas forcément vu les précédentes vidéos où j'explique la même chose. C'est quand même bien qu'ils puissent voir les options que j'utilise et à quoi elles servent, plutôt que j'utilise un alias et que les gens ne sachent même pas forcément quelle option j'utilise pour mon scan. Donc je préfère faire comme ça pour les vidéos, même si c'est moins pratique, mais voilà, je préfère faire comme ça en vidéo. Donc je lance le scan. Donc voilà, là on voit Discovered Open Port, donc le port 22 pour le service SSH par défaut normalement, en principe. Le port 80 pour le service HTTP par défaut. On verra après si c'est bien ces services-là qu'il y a sur ces ports. Et le port 9091, alors là je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas de service qui utilise ce port par défaut, donc on verra après ce que c'est. Et le scan Nmap vient de se terminer. Alors qu'est-ce qu'on a? On a bien OpenSSH 8.2p1 pour Ubuntu sur le port 22. Donc la machine cible est sous Ubuntu, logiquement. On a sur le port 80 le service HTTP et on a Nginx 1.18.0 pour Ubuntu encore une fois. Ici on voit qu'on a une redirection vers soccer.htb. Donc là maintenant on a en plus un nom d'hôte qu'on va pouvoir ajouter dans notre fichier etc hosts. On voit que les méthodes supportées sont get, head, post et options. Et ici on a sur le port 9091, Nmap a dit que c'était potentiellement XML Tech, XML Mail, je ne connais pas ce service, mais il n'est pas sûr. Il a mis un point d'interrogation ici, il n'est pas sûr de ça. Mais on voit que ce service a l'air d'accepter des requêtes HTTP, ou en tout cas il répond aux requêtes HTTP visiblement.
j'ai l'impression. On verra ça après, mais il a l'air de répondre aux requêtes HTTP. Maintenant qu'on a ça, eh bien, on va énumérer le port 80, et pour ça, on va déjà ajouter ce nom d'hôte à notre fichier etc-host. Pour rappel, notre fichier etc/host fait office de serveur DNS local, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire à notre machine attaquante que socker.htb correspond à cette adresse IP-là. Puisque par défaut, si on n'enseigne pas ça dans notre fichier etc-host et qu'on essaie d'accéder à socker.htb, qu'est-ce qui va se passer? Notre navigateur, enfin notre machine va chercher socker.htb et elle va demander à un serveur DNS, ok, socker.htb c'est à quelle adresse IP? Sauf qu'aucun serveur DNS public n'a d'enregistrement pour ce nom de domaine là ou ce nom d'hôte, et donc notre machine ne va pas trouver le serveur, puisqu'elle ne saura pas à quelle adresse IP ça correspond. Donc quand on le renseigne dans notre fichier etc-hosts, notre machine va savoir à quelle adresse IP c'est. Pour ça, on fait sudo nano /etc/hosts. Ne pas oublier sudo, toujours éditer ce fichier en tant qu'admin, puisque normalement il n'y a que root qui a les droits d'édition dessus. Je colle l'adresse IP, je fais tab, et ensuite j'écris socker.htb. Mettez bien le nom d'hôte ou nom de domaine, le nom d'hôte virtuel, enfin bref, vous appelez ça comme vous voulez, ça dépend du contexte, mais mettez bien juste le nom d'hôte, mettez pas l'URL, c'est pas une URL qu'il faut mettre ici. Je précise au cas où, peut-être qu'il y a des débutants qui peuvent faire cette erreur-là. CTRL S pour enregistrer et CTRL X. Maintenant, si j'ouvre mon navigateur et que j'essaie d'accéder à socker.htb, je rajoute un slash, parce que sinon ça va me faire une recherche Google et j'ai pas envie. Et on voit que j'arrive bien sur le site, sur l'application web qui est hébergée sur la machine cible. Donc on est sur la page index, donc la page d'accueil. On voit que c'est un site qui parle de foot visiblement. On n'a pas énormément d'informations ici. Bon voilà, il y a du blabla, la latest news, les dernières nouvelles. Voilà, on a quelques news, mais il n'y a rien de très intéressant pour l'instant. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'endroit où on peut rentrer des données qui peuvent être interprétées par le serveur web. On n'a aucun potentiel point d'entrée ici a priori. On a un bouton home en haut, c'est tout, qui nous redirige vers la même page. Alors, on peut regarder par exemple, faire un inspect, on peut lire le code source, on peut regarder dans la console s'il n'y a pas des choses intéressantes, je sais pas pourquoi il y a ça. Debug, voilà, debug il n'y a rien. Network, on peut actualiser la page. Là on voit les différents fichiers qui sont chargés par notre navigateur quand on accède à cette page. Bon, on a du jQuery, on a des fichiers JPG, voilà, il y a rien de très intéressant. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait du fusing, c'est-à-dire qu'on va brute force en gros les différents répertoires et fichiers présents sur le serveur web. On va tester plein de répertoires, plein de fichiers dans l'URL et on va voir lesquels existent. Donc pour ça, il y a plusieurs outils, vous pouvez utiliser GoBuster, Fuf, WFuse je crois. Bon, il y a pas mal d'outils, moi je vais utiliser Fuf. Donc pour ça je fais Fuf, voilà, Fuf, FFUF, Fuse Faster You Full, -U. Donc là on précise l'URL qu'on veut fuse. Donc moi c'est http://. J'ai l'impression que ma webcam est décalée par rapport au son, j'espère que ça ne sera pas trop dégueulasse sur la vidéo. Donc http://socker.htb. Et nous ce qu'on veut brute force c'est la partie après le slash. Donc sur Fuf, ça c'est spécifique à Fuf, hein, c'est pas sur les autres outils à ma connaissance. Vous mettez fuse. Ici, le mot-clé fuse tout en majuscule pour dire que c'est à cet endroit-là qu'on veut fuse. -w pour préciser une word list, /usr/share word list, et moi je vais utiliser dirbuster directory list 2.3 medium.txt. Donc la Fuf va tout simplement sur cette URL brute force cette partie-là, avec chaque entrée de cette word list. Donc voilà, donc là normalement c'est bon, on fait entrer. Alors j'ai eu pas mal de faux positifs ici, enfin c'est pas vraiment des faux positifs, mais ouais, tout ce qui a un hashtag et tout, on s'en fout, ça c'est rien d'intéressant. C'est la même page en fait au final. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On a trouvé une page qui nous répond avec un code réponse 301. 301 qui signifie found, je crois. On voit qu'on a une taille de réponse différente aux autres pages, et on voit ici que l'entrée qui a été trouvée c'est tiny. On va essayer d'y accéder. Si je fais /tiny, entrée, j'arrive sur la page de connexion de Tiny File Manager. Là, il nous demande un nom d'utilisateur et un mot de passe, et on a un bouton Sign In. On peut essayer admin, on peut essayer les identifiants par défaut. Bon là, ça ne marchera pas, vous pouvez quand même vérifier. Chaque fois que vous trouvez des pages de connexion comme ça, essayez les mots de passe et les identifiants les plus classiques. Moi, celui que j'essaye toujours, c'est admin. En général, c'est le premier que j'essaye. Et sur des box très faciles, ça peut arriver que ça fonctionne. Là, c'est pas le cas. Donc là, il nous dit Login failed, invalid username or password.
Donc il nous dit qu'on a des identifiants incorrects. Ce qu'on peut faire déjà, c'est chercher qu'est-ce que Tiny File Manager, et ensuite on cherchera s'il y a des CVE, autre chose dessus. Donc là je vais copier ça, et on va chercher Tiny File Manager, et on a un GitHub. Moi je préfère aller sur le GitHub, je trouve ça plus pratique. Si jamais je dois lire le code source ou autre, ça peut être intéressant. Donc Tiny File Manager est un gestionnaire de fichiers basé sur PHP, et est un simple, rapide et petit fichier PHP qui peut être déposé sur n'importe quel répertoire de votre serveur. Il est multilangage et on peut stocker, uploader, éditer et gérer des fichiers et des dossiers sur notre serveur web via notre navigateur web. Ici, ils nous disent même la version de PHP utilisée. Alors ça dépendra peut-être de la version installée sur la machine cible, mais a priori ce serait PHP 5.5 et au-delà. Donc on peut créer des différents utilisateurs. Ok, donc il y a sûrement une notion de droit sur les dossiers, les fichiers du coup. Ok. How to use, gna. Là il nous dit comment l'installer, et ici il nous donne des identifiants par défaut. Vous voyez, il nous dit qu'il y a des identifiants par défaut. Donc là pour le compte admin, visiblement ce serait admin en nom d'utilisateur et admin@123 en mot de passe. Donc on va essayer ça, je vais copier ça. Username admin et le mot de passe, celui qu'on a trouvé sur le GitHub, entrée. Et ici qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est bien connecté, on arrive bien sur la page de gestion des fichiers. Donc première vulnérabilité ici, c'est que les identifiants par défaut de Tiny File Manager n'ont pas été modifiés. Donc ça c'est une première vulnérabilité déjà. Là, chose intéressante ici, on a la version de Tiny File Manager en bas. Ça ne servira peut-être pas, mais c'est toujours bien de le noter. Dès que vous voyez la version de quelque chose, notez-le sur le côté, dans vos notes, ça peut vous servir. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit les noms des fichiers, on voit la taille, bon la date de modification, je sais pas si ça nous sera très utile. Ici on voit les permissions qu'on a sur les fichiers et les répertoires. Ici on voit le propriétaire donc de chaque fichier et chaque répertoire, donc root. Bon voilà, donc c'est au format, c'est comme sous Linux en fait, c'est le nom l'utilisateur propriétaire pardon, et le groupe propriétaire ensuite. Donc en bas on a des boutons select all, etc. Bon là il n'y a rien d'intéressant, mais ici en haut on voit qu'on peut créer un nouvel item ou upload un fichier. Alors moi je vais essayer de créer un fichier PHP et d'y rentrer un code PHP qui me permet d'avoir un web shell, d'exécuter des commandes système. Donc pour ça je fais new item, moi je veux créer un fichier et je veux l'appeler shell.php, create now, et il me dit cannot open file shell.php. Alors là il nous dit pas pourquoi, il nous dit juste qu'il n'a pas pu créer le fichier. Alors on peut partir du principe que c'est parce qu'on n'a pas les droits d'écriture dans le répertoire actuel. Je retourne en arrière, on voit que le fichier, si j'actualise, vous voyez le fichier n'existe pas. Mais on voit qu'on a un répertoire ici, on peut aller voir ce qu'il y a dedans. Ici on a donc tinyfilemanager.php et ici on a un répertoire uploads. Et si on regarde dans les permissions de ce répertoire uploads, on a les permissions 0.757. Alors là, là faut connaître un peu les permissions, le format des permissions sous Linux. J'essaierai de vous mettre une documentation en description par rapport à ça. Mais en gros, le chiffre 7 ici, le premier chiffre 7 ici correspond au droit qu'a le propriétaire du fichier. 7, ça veut dire que le propriétaire a les droits de lecture, d'écriture et d'exécution. 5, je me rappelle plus, honnêtement. Mais ça, c'est les permissions du groupe. Et ensuite, on a les permissions de tous les autres utilisateurs. Et on voit que tous les autres utilisateurs ont eux aussi toutes les permissions, donc lecture, écriture et exécution. Ça signifie que nous, peu importe qui on est, normalement, on peut lire, écrire et exécuter les fichiers qu'il y a dans ce répertoire upload. Donc on va naviguer dans le répertoire upload ici et on va faire new item. Donc je vais créer un fichier que je vais appeler shell.php, create now, et on voit que le fichier a bien été créé. Et on voit aussi qu'il appartient à wdata. Donc on sait aussi que le serveur web potentiellement tourne en tant que wdata. Donc quand on aura un reverse shell, on sera sûrement en tant que wdata. On peut cliquer sur ce fichier et ici on peut l'éditer. Je l'édite et ici donc je vais écrire un fichier du code PHP assez basique. Donc j'ouvre la balise PHP pour dire que ce que j'écris ensuite c'est du code PHP. Je vais faire appel à la fonction système, qui est une fonction qui permet d'exécuter des commandes système sur le serveur web, point virgule, et je ferme la balise PHP. Et dans ma fonction système ici, je vais y passer, donc je vais pas directement mettre entre guillemets la commande ls ou whoami par exemple, parce que ça voudrait dire qu'à chaque fois je devrais rééditer le fichier pour exécuter une nouvelle commande. Au lieu de ça, donc on voit dans l'URL ici qu'on a des variables. Tout simplement ce que je vais faire ici, c'est dire à mon script PHP de récupérer la variable cmd dans l'URL et de passer sa valeur dans la fonction système. Comme ça, j'aurai juste à modifier dans l'URL la commande. Dans la fonction système, ici, je vais faire $get entre crochets et entre crochets, entre petites guillemets, je vais mettre le nom de la variable que je veux récupérer. Donc moi, ce sera la variable cmd.
Voilà, donc c'est un web shell très basique. Je suis rentré vraiment plus dans le détail que d'habitude, mais vraiment ça c'est un web shell très classique que vous pouvez trouver sur Google. Vous tapez PHP web shell, en général vous trouvez ce genre de choses. Donc normalement c'est bon. Ici si je fais save, si je fais back, file not found. J'ai mis trop de temps à l'enregistrer parce que la machine se nettoie régulièrement, ça fait 10 attention. Donc faut que j'aille un peu plus vite. Donc voilà, j'ai créé mon fichier ici. Si je fais open et que dans l'URL ici je fais point d'interrogation cmd égale who am I, le serveur me répond www.data. Donc ici je peux tout simplement passer les commandes que je veux exécuter. Si je fais ls, vous voyez il me liste les fichiers. ls-la il va me lister plus de choses normalement. Voilà, bon c'est... Par contre, c'est affiché de manière vraiment dégueulasse en une seule ligne, mais ça, c'est pas grave. Vous savez quoi, je vais prendre le temps. Tant que j'y suis, je vais vous montrer comment éviter ça. Comment éviter que quand vous avez un web shell, ça vous affiche tout en une seule ligne, moche comme ça. Donc en PHP, donc ce que vous pouvez faire pour que ça s'affiche de manière belle, on va dire, les sorties de vos commandes, vous pouvez rajouter echo entre guillemets et vous ajoutez la balise pré. D'accord. Point virgule pour dire que c'est la fin de la première instruction. Ensuite, par contre la guillemets voilà, n'était pas au bon endroit. Ensuite, on exécute la commande système, point virgule, et ensuite on écho la fermeture de la balise pré. Voilà. Et on rajoute un point virgule à la fin de cette instruction. Et si je fais save, alors juste enregistrer tout ça au cas où je dois recréer le fichier. Et ici, si je fais open et que je tape cmd égale ls-la, et là vous voyez ça s'affiche proprement parce qu'en fait la sortie de la commande sera entre les balises pré, oui, entre la balise ouvrante et la balise fermante pré, qui est une balise, alors je ne saurais plus vous expliquer en détail ce qu'elle fait, mais qui permet en fait d'afficher de manière belle entre guillemets le texte. Les retours à la ligne seront bien interprétés, etc. Donc voilà, donc là vous voyez c'est beaucoup plus lisible comme ça. Voilà, petite astuce si jamais vous ne saviez pas. En fait c'est juste du code HTML hein, classique. Donc ici ce qu'on peut faire c'est tout simplement dans la variable cmd, on peut y passer un reverse shell du coup. Premièrement, je vais sur mon terminal et je vais me mettre sur écoute, je vais faire powncat-cs-lp. Powncat-cs, c'est un outil qui permet de gérer les connexions pour ouvrir des reverse shell. Donc c'est une alternative à Netcat en fait, hein, mais ça permet d'avoir un shell stable dès le début, il n'y a pas besoin de le stabiliser vous-même. Ça à ma connaissance, c'est pas interdit à l'OSCP, profitez-en, ça vous évitera de galérer à stabiliser des shells. Attention cependant, je crois qu'il y a des soucis sur Windows. Parfois quand vous essayez d'avoir un reverse shell sur Windows, ça peut planter avec powncat-cs. Donc on fait -lp pour définir le port d'écoute, donc lp pour listen port, et ici on va définir le port d'écoute. Donc moi je vais mettre comme d'habitude 4444, j'exécute et il me dit powncat-cs not found. Voilà, petit fail parce que je l'ai pas installé sur cette VM puisque j'ai dû recréer ma VM il y a un petit moment. J'avais pas réinstallé powncat-cs. Donc pour l'installer vous faites tout simplement pip install, alors sudo pip install je crois pour ça. powncat-cs-break system package. Oui, on va casser notre système, c'est pas grave. Vous aurez pas de souci sur Kali Linux normalement. Quand on m'installe tous les modules et tout ça qui permettent le bon fonctionnement de powncat-cs. Normalement, maintenant, si je fais powncat-cs-lp4444, maintenant ça fonctionne et bon, il nous dit juste que l'algorithme de chiffrement Blobfish est obsolète, bon, c'est pas bien grave. Welcome to Powncat, et ici on voit qu'on est sur écoute sur le port 4444 sur l'interface 0.0.0.0. Ça signifie juste qu'on écoute sur toutes les interfaces à la fois en fait. Donc voilà. Donc là, on attend une connexion. Maintenant, on peut aller sur notre navigateur ici, et on va aller sur revshells.com. Donc pareil, vous aurez le lien en description de cet outil. C'est un outil qui permet de générer des payloads de reverse shell. Ici, on va renseigner notre adresse IP qui n'est pas affichée. Pour ça, dans un nouveau terminal, tapez IPA. Et ici, on voit l'adresse IP. Mon adresse IP sur le VPN de Hack2Box, je vais la copier. Je retourne sur mon navigateur, je colle l'adresse IP ici. Le port d'écoute qui va recevoir donc la connexion pour le reverse shell. Donc moi j'ai mis 4444. Et nous on veut un reverse shell en bash puisque la machine cible est sous Linux, plus précisément sous Ubuntu. On l'a vu avec le scan and map. Et donc ici on a notre payload. Alors on va pas le copier-coller bêtement dans la variable cmd puisqu'en fait il y a des caractères qui vont être peut-être mal interprétés. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci, il faut encoder notre payload. Donc on va l'encoder en base 64. Hop, ici en coding je sélectionne base 64. Et ici donc vous voyez j'ai mon payload en base 64. Je vais le copier. Et je vais juste en plus l'encoder en URL puisqu'il y a des égales dedans. Alors je pourrais le faire à la main. Par principe je vais le faire avec un outil pour vous le montrer au cas où vous auriez des payloads vraiment trop longs à encoder à la main. Donc vous tapez URL encodeur, prenez n'importe quel encodeur en ligne, hein, on s'en fiche. Vous collez votre payload ici et ici vous voyez
il m'affiche le payload encodé en URL. Donc vous voyez, il m'a juste encodé en fait en encodage URL les égales à la fin. Donc avec ces deux encodages là, normalement vous devriez pas avoir de soucis quand vous utilisez des reverse shell dans l'URL. Donc je vais copier ça. Ici, voilà. Et donc ici, sur mon fichier PHP, je vais passer dans la commande cmd, je vais faire echo, mon payload encodé en URL et en base 64, pipe, donc pour faire pipe, vous faites altgr6, normalement, sur un clavier AZERTY en tout cas. Je vais passer ça dans la commande base64-d pour décoder le base 64, et pipe bash pour passer tout ça dans bash pour exécuter le reverse shell. Je fais entrer, et normalement, si je retourne sur mon terminal ici, sur mon listener, on voit que j'ai bien reçu une connexion de l'adresse IP cible et que j'ai une session qui s'est ouverte. Donc si je fais CTRL-D sur Pod4CS, vous devez faire CTRL-D pour passer à la session qui a été ouverte. On voit que j'ai un reverse shell en tant que 3W data sur la machine Socker. Et on voit que je suis situé dans le répertoire var 3W HTML tiny uploads. Alors je sais pas si on pourrait vraiment qualifier ça de vulnérabilité. Le fait de pouvoir upload des fichiers PHP et de les exécuter, c'est plus une mauvaise configuration du serveur web, je dirais. En fait, il y a moyen avec Nginx, dans les fichiers de configuration de l'application web, il y a moyen de faire en sorte que les fichiers PHP ne soient pas exécutés dans certains répertoires. On peut faire en sorte que dans le répertoire upload, si on accède à un fichier PHP, il soit téléchargé au lieu d'être exécuté. Ça aurait été mieux de faire comme ça, ou alors empêcher l'upload de fichiers PHP pour éviter qu'on puisse avoir un reverse shell comme ça. Ça dépend, je pense, du contexte et de ce dont a besoin le client, entre guillemets, la personne qui possède ce serveur web là. S'il a vraiment besoin d'upload des fichiers PHP dans son répertoire upload, il faudrait qu'elle modifie le fichier de configuration Nginx, pour que les fichiers PHP qui sont dans le répertoire upload ne soient pas exécutés. Je saurais plus vous dire comment on fait exactement, faudrait regarder la doc, mais je sais qu'il y a moyen de faire ça. Donc là c'est vraiment plutôt un souci de configuration du serveur web, plus qu'une vulnérabilité à proprement parler. Mais voilà, donc maintenant qu'on a un pied dans la machine, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme d'habitude, on doit énumérer localement la machine pour trouver des informations qui nous permettraient de passer route, pour avoir le contrôle total sur le serveur web. Première chose qu'on peut faire, c'est taper la commande id par exemple. On voit qu'on est 3W data, on n'appartient pas à un groupe spécifique, donc là rien à signaler. Deuxième chose qu'on peut faire, qui est assez simple, on peut chercher les fichiers qui ont le bit SUID actif. Pour ça on fait find / donc find va nous permettre, oula, ça a du mal. Find va nous permettre de trouver des fichiers et des dossiers à partir d'un répertoire racine. Donc moi je pars de la racine du système de fichiers, donc je pars du /. Je vais chercher dans tout le système de fichiers du serveur web. Donc find / -type f pour trouver que les fichiers. Je précise que je veux que le type file. Si j'avais mis D, j'aurais cherché juste les répertoires. Donc moi je veux juste des fichiers. J'ai dit je veux juste des fichiers. Elle a du mal la machine. Donc type F et je veux seulement les fichiers qui ont le bit SUID activé. Pour ça je fais -perm-4000. Donc là on va simplement chercher les permissions qui ont cette valeur là. Donc qui ont le bit SUID actif. Et ensuite je vais faire 2 signe supérieur /dev/nul. Alors à quoi ça sert cette petite partie là? Ça sert juste à rediriger les erreurs qui seraient affichées dans le terminal dans /dev/nul. Ça évite d'être spammé d'erreurs dans le terminal, ça permet d'y voir un peu plus clair tout simplement. Voilà. Donc si vous mettez pas ça, vous allez avoir plein d'erreurs, de permissions, machin et tout. Dans votre terminal, ça va pas être très lisible, donc n'oubliez pas d'ajouter ça. Je fais entrer. Et ici, on a différents fichiers qui ont le bit SUID activé. Alors il y a des fichiers, c'est normal qu'il l'ait. Ça ne signifie pas que vous pouvez forcément les utiliser pour élever vos privilèges. Par exemple, mount, umount, sudo, passwd, tous ces fichiers-là, dans mes souvenirs, c'est normal qu'ils aient le bit SUID activé. Il y a un truc qui me saute un peu aux yeux, c'est qu'ici on a doAs. On a le binaire doAs, qui est une alternative à sudo. C'est un autre programme qui permet d'exécuter des commandes en tant qu'un autre utilisateur. Donc, on pourrait peut-être, si on ne peut pas passer par des droits sudo, on pourrait utiliser doAs, si on a certains droits, pour élever nos privilèges. Pour voir qui a les droits d'exécuter des commandes avec doAs en tant qu'un autre utilisateur, il faut qu'on regarde le fichier de configuration de doAs, si on a les droits de lecture dessus, ce qui n'est pas sûr. Où se situe ce fichier de configuration? Je n'ai pas le chemin exact, mais je sais que le fichier de configuration s'appelle doas.conf. Vous pouvez le retrouver en cherchant la documentation de doAs, ou en cherchant sur Google, vous cherchez doAs config file location. Donc en général vous trouvez. Mais si jamais
on peut simplement utiliser la commande find, comme tout à l'heure. Je vais faire find /typef-name pour chercher des fichiers qui ont un nom spécifique, entre guillemets, doas.conf. Et on n'oublie pas de rediriger les erreurs vers /dev/nul. Et donc ici, avec cette commande, on va simplement chercher dans toute la machine, est-ce qu'il n'y a pas un fichier quelque part qui s'appelle doas.conf. Je fais entrer, et on voit ici qu'on a trouvé dans usr local etc, on a trouvé le fichier doas.conf. On va essayer de le lire, cat et le chemin du fichier, et on a le droit de le lire. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que on permet sans mot de passe, donc on autorise sans mot de passe l'utilisateur player à exécuter en tant que root la commande usr bin destat. Tout simplement, donc ça veut dire que l'utilisateur player peut exécuter ça en tant que root sans mot de passe. Donc on pourrait potentiellement, si on a accès au compte utilisateur player, passer admin, passer root précisément. Le souci c'est qu'on n'a pas encore accès à l'utilisateur player. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est vérifier dans le répertoire home s'il y a bien un répertoire player. Il y a bien un répertoire player. On va essayer de naviguer dans ce répertoire. Et qu'est-ce qu'on a? On a le flag user, mais on n'a pas le droit de lecture dessus. Bim info, donc ça c'est vite, on s'en fiche ça aussi. Il n'y a rien qui saute aux yeux, on peut faire un find ./ pour voir dans les sous-répertoires et tout s'il n'y a pas quelque chose. Non, il y a rien d'intéressant. On pourrait lire le fichier bashrc et .profile, mais il n'y aura rien en fait dedans. Ensuite, ce qu'on peut faire, alors moi je vous montre à la main, mais vous pouvez utiliser l'InPeas, c'est plus pratique. Moi je préfère vous montrer à la main d'abord, mais vous pouvez simplement exécuter l'InPeas sur la machine cible et regarder tous les résultats de l'InPeas. Mais je préfère faire d'abord un peu d'énumération à la main, et si je trouve rien, utiliser l'InPeas. Donc on peut faire un netstat-tulpn. Alors je ne me rappelle plus chaque option à quoi elle sert honnêtement, mais globalement ce que ça va faire cette commande, c'est que ça va lister tous les ports qui sont sur écoute sur la machine cible, enfin sur la machine locale puisqu'on est déjà dessus au final. Mais voilà, donc ça va nous lister les ports ouverts et on va pouvoir trouver comme ça peut-être des services auxquels on n'avait pas accès avant. Donc j'exécute la commande et ici qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a différents ports sur écoute et on voit qu'il y a certains ports ici qu'on voit sur écoute, sur lesquels il y a sûrement des services accessibles qu'on n'a pas trouvé avec Nmap avant. Pourquoi? Parce qu'en fait ces services sont sur écoute seulement localement. C'est-à-dire que ces services n'écoutent que sur la machine locale, mais on n'y a pas accès depuis l'extérieur. Là, ce qui change, c'est qu'on est dans la machine, donc on peut voir ces services sur écoute, ces ports sur écoute, pardon. Donc on a le port 3000, on a le port 33060, on ne sait pas à quoi ça correspond, et donc ici on voit qu'on a le port 3306, qui est par défaut le port utilisé par MySQL. Donc on a potentiellement MySQL qui est installé sur la machine et on aurait donc potentiellement une base de données. Ce qu'on peut faire quand il y a ça, c'est essayer de se connecter sur MySQL avec les identifiants par défaut. Pour ça on fait MySQL-u root-p. Il nous demande le mot de passe de l'utilisateur root sur MySQL. Et là on tape root et on n'a pas accès. Donc c'est que le mot de passe n'est pas bon. Donc on n'a pas accès avec les identifiants par défaut à MySQL. Mais on voit qu'il y a bel et bien MySQL qui tourne sur la machine cible, puisque ça nous a demandé le mot de passe, donc c'est bien qu'il y a le service qui est en cours d'exécution, qui nous a demandé un mot de passe. Le port 3000, alors ce qu'il y a sur le port 3000, ce qu'on peut faire pour vérifier ce qu'il y a sur le port 3000, en général ce que je fais moi, c'est que j'utilise curl déjà pour voir si le service accepte les requêtes HTTP, et s'il y répond. Donc je vais faire curl 127.0.0.1 donc ça aura juste pour effet d'envoyer une requête HTTP classique, une requête GET, sur le port 3000. J'entre, et si on voit que j'ai une réponse, j'ai du code HTML. Donc, il y a bel et bien un serveur web qui tourne sur le port 3000. On peut remonter tout en haut, et on peut regarder par exemple la balise title, si je la vois. Là, il y a des feuilles de style, on s'en fiche. Il n'y a pas une balise title, j'en vois pas, bref. Mais ici, on voit ici qu'on a sur cette application web, on a une page login et une page sign up. Donc, ce serait une application web sur laquelle on peut créer un compte, se connecter. Il y a un /match aussi, on verra après à quoi ça correspond. Donc on voit qu'il y a une autre application web que celle qu'on a exploitée pour avoir un pied sur la machine. Donc on peut potentiellement trouver la racine de cette application web. Ce qu'on peut faire, c'est vérifier les fichiers de configuration Nginx. Donc je vais aller sur cd/etc/nginx, je crois. Et ici, normalement, on devrait avoir les fichiers de configuration. Voilà, là ici, on est dans le répertoire des différents fichiers de configuration Nginx. Et on voit qu'on a un répertoire Sites Enabled. Donc ce sont les sites activés, en gros les sites auxquels on a accès par le biais d'Nginx. Donc je vais faire cd sites-enabled, si je fais un ls-la. Et donc ici, on voit qu'il y a deux sites. On a default, qui doit être le site auquel on a eu accès au début de cette box, et on a soc-player.htb. Ça, on n'y a pas encore eu accès. Je vais essayer de lire ce fichier, donc je vais faire copie, et je vais faire cat
sock-player.htb. Et ici, donc, j'ai le fichier de configuration du serveur qui a pour nom sock-player.soccer.htb. Donc nous, on a eu accès à soccer.htb, mais on n'a pas encore eu accès à sock-player.htb. Ici, on voit la racine de l'application web, c'est-à-dire là où sont stockés les fichiers de cette application web. On voit que c'est dans /root, donc déjà, on sait qu'on n'aura pas directement accès aux fichiers dans le répertoire racine de cette application web. Ici, on voit que les requêtes qui sont envoyées à sock-player.soccer.htb sont redirigées vers localhost 2.3000. Donc pour accéder à l'application web sur le port 3000, on doit passer par le nom d'hôte sock-player.soccer.htb. Ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder dans le fichier host. Et ce qu'on va voir dans le fichier host, etc host, c'est qu'il y a bel et bien ici le nom d'hôte sock-player.soccer.htb qui est renseigné à côté de soccer.htb. Donc dans ce cas-là précis, on n'a pas besoin de faire de port forwarding, mais sachez que quand vous trouvez un port sur écoute localement, comme on l'a fait juste avant, si vous n'avez pas Nginx qui redirige le trafic vers ce port en question, vous serez potentiellement amené à faire du port forwarding. Je ne vais pas le montrer, le détailler dans cette vidéo, mais sachez que ce ne sera pas forcément toujours aussi simple. Là, on aura juste à copier ce nom d'hôte, sock-player.soccer.htb, et à le renseigner dans notre fichier host. Donc on va juste modifier sudo nano /etc/host. On va juste rajouter ici à la suite de soccer.htb, on fait tab et on colle le nom d'hôte qu'on a trouvé, donc sock-player.soccer.htb. J'enregistre, je quitte. Et maintenant, si j'essaie d'accéder à cette hôte, je rajoute un slash, on voit que je suis redirigé vers la nouvelle application web qu'on a découvert. Alors, a priori, elle est quasiment identique, mais si vous regardez bien en haut, on a des boutons qu'on n'avait pas tout à l'heure. On a le bouton match qui nous redirige vers une liste des prochains matchs à regarder en direct, j'imagine. Et on voit ici qu'il y a écrit Free Ticket when you sign up login. Donc on a un ticket gratuit lorsqu'on s'inscrit et qu'on se connecte. Et ici on a un bouton login qui nous redirige vers une page de connexion et un bouton don't have an account qui nous redirige vers la même page que sign up qui permet de créer un compte. On va juste se créer un compte. test@test.test. Ah mais il m'a enregistré l'adresse mail comme j'utilise tout le temps. Username test et mot de passe test. Sign up. Maintenant on peut se connecter. Ici je vais faire test@test.test et en mot de passe je vais rentrer test. Ici on arrive sur une page, on arrive sur la page /check ici, qui sert visiblement à rentrer un ticket ici. Si je tape test, il me dit ticket doesn't exist. Donc on voit que l'application web vérifie si oui ou non on a rentré un ticket valide. Et ici en haut, si vous voyez, on nous donne un numéro de ticket. Je le copie, que je le colle ici. Il me dit ticket existe. Il me dit que le ticket est valide. Donc tout bêtement, l'application web, ce qu'elle fait là, c'est qu'elle vérifie si le ticket que j'ai rentré est valide ou non. Donc ça correspond à notre ticket gratuit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? On sait qu'on a une entrée utilisateur qui sert à vérifier si oui ou non le ticket existe. On pourrait se dire que potentiellement, pour l'instant on n'en est pas sûr, mais que potentiellement le numéro de ticket est utilisé dans une requête SQL pour communiquer avec une base de données et on pourrait peut-être avoir une injection SQL à ce niveau-là. Moi ce que j'aime bien faire pour voir s'il y a des injections SQL ou d'autres types d'injections, c'est voir si les données qu'on rentre, si on rentre un calcul, s'il est interprété. Ça peut nous donner des indications. Vous voyez, si je tape mon ticket c'est 65 165, il me dit ticket valide. Si je rentre 65 164, il me dit que le ticket n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe si je fais 65 164 plus 1, ce qui me donne au final ce numéro, qui est mon ticket qui est valide? Il me dit que le ticket existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le calcul qu'on a rentré là est interprété quelque part par l'application web. Ça veut pas dire à coup sûr qu'il y a forcément des injections SQL ou autres, mais ça peut nous donner un indice, ça peut nous indiquer qu'il y a peut-être quelque chose comme une injection SQL. Peut-être que cette donnée est passée dans une fonction eval en Python ou autre, il peut y avoir plein de possibilités, mais ça veut dire déjà que le calcul est interprété, qu'on a peut-être un type d'injection. Moi j'aime bien faire ça, toujours entrer des calculs et voir s'ils sont interprétés ou non. Ça peut nous donner une bonne indication. Donc voilà, alors là on n'a pas trop de détails, on n'est pas sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir vraiment comment fonctionne cette partie de l'application web? Comment il vérifie si le ticket est valide ou non? Où est envoyée cette donnée? Comment elle est traitée? Ce qu'on peut faire ici, c'est clic droit et on va faire Inspect. On va inspecter le code source de la page et on va voir ce qui se passe quand on rentre un numéro de ticket. On voit ici, donc Input ID, blablabla, Name ID. Donc le nom de cette entrée utilisateur, c'est ID, on retient. C'est toujours bien de noter ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a des balises script. Si on déroule ça, on voit qu'on a du script JavaScript ici. Et on voit qu'on se connecte à un serveur WebSocket sur le port 9091. Rappelez-vous, on a vu que ce port était ouvert au début avec un scan and map.
Alors par contre c'est vraiment pas lisible, enfin on pourrait lire comme ça mais c'est vraiment dégueulasse le code, c'est un gros pâté comme ça et tout. Ce qu'on peut faire tout simplement c'est double-cliquer là-dessus et on peut copier ce script JavaScript et on va aller sur JavaScript pardon, Beautifier, Online JavaScript Beautifier, voilà. Et si on colle notre script JavaScript, bah, il est déjà imprimé comme il faut quand je l'ai copié-collé. Donc là, le code JavaScript est bien plus lisible parce qu'en plus il est coloré, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus lisible. Donc je vais pas rentrer dans le détail de chaque mot-clé, etc. Je vais pas détailler tout le code JavaScript dans tous les détails, mais ce qu'on peut voir ici, c'est déjà qu'on se connecte sur le serveur WebSocket qu'il y a sur le port 9091. On voit ici qu'on récupère le bouton BTN. Je ne sais pas à quel bouton ça correspond, mais visiblement il y a un bouton quelque part. Je ne sais pas où c'est pas grave. Et on voit qu'on récupère aussi l'élément qui contient notre numéro de ticket, notre entrée utilisateur. Ici on se connecte donc au serveur WebSocket. Ici, donc ça c'est juste pour ajouter un écouteur d'événements, donc Add Event Listener, qui va écouter quand on appuie sur une touche, visiblement. Et si on appuie sur une touche, il va faire appel à la fonction key1 avec en paramètre la touche sur laquelle on a appuyé. Et on voit ici la fonction key1 et on voit que si la touche sur laquelle on a appuyé correspond au code 13, donc ça de souvenir c'est la touche entrée en fait. Si on appuie sur la touche entrée, on envoie le texte au serveur WebSocket. A priori, on le voit dans la fonction dessous. Donc ça permet juste de dire, tout ça là, ce bout de code là, permet juste de faire en sorte que quand on appuie sur entrée, on envoie la donnée au serveur WebSocket. Ici, on a une fonction sendText qui est appelée quand on appuie sur entrée, et on voit qu'on récupère donc notre numéro de ticket qu'on a rentré, et on l'envoie au format JSON, vous voyez, ws.send, donc on l'envoie au serveur WebSocket au format JSON dans le paramètre ID. Sinon, else append, point d'interrogation, ça je sais pas à quoi ça sert, mais ok. Et ici, on récupère la réponse du serveur WebSocket et on l'affiche dans l'élément qui a pour ID P. Donc si on regarde dans le code source, bah, ça doit être cet élément-là. Ah non, c'est le seul, ouais non, c'est juste le seul élément qui a la balise P. Ça va afficher la réponse du serveur WebSocket ici. Donc ticket exist ou ticket doesn't exist. Alors là, je prends vraiment le temps de bien expliquer. J'aurais pu juste balancer un SQL map et dire ok, il y a une injection SQL, ça marche. Mais je préfère rentrer dans le détail, expliquer bien et faire ça à la main. C'est plus intéressant, je pense, même si la vidéo est plus longue. J'essaierai de cut au maximum toutes les choses inutiles que je dis et tous les blancs, mais bref. Je préfère faire comme ça. Au pire, les gens mettront en x2 si c'est pas assez rapide ou regarderont la vidéo en plusieurs fois. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Donc ticket doesn't exist et après, il me dit ticket doesn't exist. Ça a dû expirer puisque la machine se reset régulièrement, donc ça a dû expirer. Mais sinon, ce qu'on peut faire ici, si le ticket n'est plus valide, on peut déjà voir s'il y a une injection SQL. Pour faire ça, on peut faire un. Donc il me dit ticket doesn't exist, or 1 égale 1. Et là il me dit quoi? Il me dit ticket exist. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là on est sûr, il y a une injection SQL. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors là c'est de la déduction, faut savoir un peu comment fonctionnent les requêtes SQL, mais on a potentiellement une requête select qui y a derrière, dans laquelle on passe notre numéro de ticket. Je vais vous écrire ça sur un bloc-notes, ce sera peut-être plus parlant. Je peux pas zoomer? Voilà, je vais augmenter la taille de police, ce sera un peu plus visible sur la vidéo normalement, sans que vous ayez à mettre en plein écran. Nous, on rentre notre ticket, et ce qu'on peut se dire, c'est que là, on sait qu'il y a une injection SQL, donc potentiellement, c'est pas encore sûr, mais potentiellement, on a une requête select quelque chose, on va mettre ticket ID, j'en sais rien moi, ticket ID. Je mets ça au pif, on s'en fout, c'est pas ce qu'il y a de plus important ici. From, table, ticket, j'imagine. Voilà, c'est juste pour l'exemple. On va essayer d'imaginer à quoi ressemble la requête SQL en fait. Where ticket ID, where ticket ID égale. Et là, on doit avoir le numéro de ticket. Et ça, c'est la donnée qu'on rentre en fait. Numéro ticket, c'est ce qu'on rentre ici. Vous voyez, par exemple, si je rentre 1, ça va remplacer 1 ici dans la requête. Vous voyez, select, Et il doit vérifier s'il y a un résultat ou non. Et en fait, nous, quand on rentre du coup 1 or 1 égale 1, qu'est-ce qui se passe? Ça va le mettre ici, dans la requête. Ce que ça va faire, c'est que ça va juste dire select, on va sélectionner une idée de ticket de la table tickets. Imaginons, hein, c'est qu'un exemple. Et là, c'est la condition pour que le résultat soit vrai ou non. Donc là, c'est la condition de notre requête. Et on va chercher donc les tickets. Là où le ticket est égal à 1, il n'y en a pas de ticket égal à 1. Du coup, ça va retourner une requête, ça va pas retourner de résultat. Ou alors, si on trouve rien avec cette condition-là, on va employer la condition 1 égale 1, qui est toujours vraie. Donc il va chercher des tickets là où l'idée est égale à 1, donc
il retourne faux parce qu'il n'y a pas de ticket égal à 1, ou alors bah, il retourne juste 1, donc il retournera toujours une réponse vraie. Voilà. Alors je sais pas, j'ai du mal à vulgariser là, je sais pas si ça sera très compréhensible. Faut quand même connaître un minimum le langage SQL avant de faire des injections SQL, pardon. Ça sert à rien de se lancer direct dans les injections SQL sans avoir appris le SQL de base avant. Mais voilà, en gros, on rajoute juste conditions. Et donc ici, on peut injecter du code SQL. Donc là, on peut injecter une condition. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est énumérer la base de données. On pourrait utiliser SQLmap, mais comme c'est interdit à l'OSCP, et que le but de cette vidéo, c'est faire une box qui sert à préparer l'OSCP. Alors je vais pas utiliser d'outils automatisés parce que là pour cette box il n'y a pas vraiment besoin, c'est plus de la déduction et de la logique on va dire. Ce qu'on peut faire c'est, on peut essayer d'énumérer les tables. Pour ça je vais faire or 1 égale. Alors je crois alors on sait que la base de données qu'il y a derrière aussi, n'oubliez pas que la base de données qu'il y a derrière ça c'est probablement une base de données MySQL puisqu'on a vu qu'il y avait MySQL sur la machine cible. Donc à quoi ça sert de savoir le type de base de données qu'on exploite? Ça permet de savoir quelles fonctions peuvent être utilisées, ça permet de savoir quel est le format entre guillemets des requêtes SQL, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, puisque les noms des fonctions, etc. varient selon le type de base de données. Là, on sait que c'est du MySQL, donc c'est le plus répandu et moi j'ai déjà touché un peu à MySQL, donc j'ai pas besoin d'aller trop regarder la doc, mais donc on sait que c'est vulnérable à une injection SQL et qu'on peut injecter une autre condition on va dire, et en fait on va pouvoir énumérer la base de données et on va pouvoir savoir si une table ou une colonne existe ou non en se basant sur la réponse ici qu'on a. Donc par exemple si ça nous répond ticket existe pour une condition vraie, ça veut dire que comme la condition est vraie, par exemple si dans notre condition on vérifie si la table users existe et qu'on a du coup ticket existe comme réponse, ça veut dire que la table user existe. Si ça nous répond ticket doesn't exist, ça voudrait dire que la table users n'existe pas. Comment on fait ça? En MySQL, avec MySQL on peut utiliser la fonction exist. Donc je fais or exist et entre parenthèses, puisque c'est une fonction, on met des parenthèses, on va faire une sous-requête qui va essayer de récupérer une table qui s'appellerait users ou account. Alors pourquoi users ou account? C'est par déduction puisque on voit qu'on peut se connecter et s'inscrire sur le site, donc il y a probablement une table users ou account, un truc comme ça, qui contiendrait les différents utilisateurs inscrits sur le site. Donc pour ça je fais select table-name from information-schema.tables, c'est ça, .tables, where. Alors si je fais juste ça, normalement il me répond ticket exist. Voilà, j'appuie sur entrée, il me répond ticket exist, parce que là il vérifie simplement s'il y a un résultat qui existe ou non pour la requête qu'on passe entre parenthèses. Là je cherche juste est-ce qu'il y a des tables qui existent. Bah oui, du coup, logique. Donc ça nous répond ticket existe. Mais on va rajouter une condition dans cette sous-requête. On va mettre where table-name égale, entre guillemets, et on va vérifier s'il y a une table users. Entrée. Alors là, il nous dit visiblement que ça existe. Si je tape n'importe quoi, il me dit que ça n'existe pas. Vous voyez? Donc on a une table users. Est-ce qu'on a une table accounts? Ticket existe. Donc on a une table users et on a une table accounts. Alors la table users, ça doit être la table qui a par défaut dans MySQL, une table users, je crois, par défaut, qui contient les utilisateurs MySQL. Je crois, je suis plus sûr à vérifier. Et on a une table accounts. Elle, il me semble pas que ce soit une table par défaut. Maintenant, on va essayer d'énumérer les colonnes qu'il y a dans cette table. Alors, on va faire select column-name from information-schema.columns. Désolé pour mon accent dégueulasse. Donc là, on va sélectionner les colonnes là où la table s'appelle accounts. Donc on va sélectionner les colonnes de la table accounts. Donc là, j'ai pas mis d'autres conditions, donc forcément, la condition est vraie. Il me répond ticket existe. Pourquoi? Parce que il y a des colonnes dans la table accounts. Logique. On peut pas créer une table sans colonne, je crois, enfin pas à ma connaissance. Et là, on va essayer de voir s'il y a des colonnes password, username qui existent dans la table accounts. Donc là, je vais juste rajouter encore une condition dans ma sous-requête. Je vais mettre end column name égale, et si je tape n'importe quoi, est-ce qu'on a une colonne zef machin truc qui existe dans la table accounts? Il me dit non, ticket doesn't exist. Donc on n'a pas de table qui s'appelle machin des lettres au pif. On sait que ça nous répond faux quand on rentre un nom de colonne incorrect. Si je tape username, là il me répond ticket existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une colonne username dans la table accounts. Est-ce qu'on a une colonne password? Visiblement oui, puisqu'il me répond toujours ticket existe. Ça veut dire qu'on a une colonne password qui existe dans la table accounts. Ce qu'on peut faire, c'est vérifier s'il y a un utilisateur player dans la table accounts. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'était un utilisateur local.
de cette machine. Attendez, de cette machine, si je fais cat/etc/passwd, oups, j'ai mis un S en trop, on voit qu'on a un utilisateur player ici, un utilisateur local sur la machine, un compte utilisateur Linux. On peut regarder si cet utilisateur n'aurait pas à tout hasard créé un compte sur l'application web avec un mot de passe qu'il aurait potentiellement réutilisé localement pour son compte utilisateur. Voilà, bon, c'est pour rappel, c'est une box easy, vous n'aurez pas ça sur des box medium ou hard, je pense, mais c'est toujours bien de vérifier ça. Donc ce qu'on va faire, maintenant qu'on sait qu'il y a une colonne username et mot de passe et password, pardon, dans la table accounts, je vais juste retirer toute cette requête et je vais faire select username from accounts where username égale player. J'appuie sur entrée et là qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit toujours ticket existe. Donc il me répond avec une réponse valide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un compte utilisateur avec pour nom d'utilisateur player existe sur la base de données. Donc l'utilisateur player, qui est un utilisateur local, a peut-être un compte sur l'application web. C'est peut-être la même personne puisque c'est le même nom d'utilisateur. On peut essayer de récupérer son mot de passe. Comment on va faire pour récupérer son mot de passe, sachant qu'on ne peut avoir qu'une réponse vraie ou fausse? On ne peut pas retourner une chaîne de caractères. J'ai oublié de préciser, ce type d'injection SQL, je crois que ça s'appelle une Boolean Based SQL Injection. Donc en gros, c'est une injection SQL basée sur une réponse vraie ou fausse. Puisqu'il y a différents types d'injection SQL, je ne vais pas entrer dans le détail là encore. C'est pas le but de la vidéo de détailler tous les types d'injection SQL. Mais du coup, là, c'est une injection SQL de type Boolean. Donc on a juste une réponse vraie ou faux. On va devoir vérifier caractère par caractère. On va devoir tester chaque caractère du mot de passe pour le reconstituer. Comment on fait ça? Dans ma sous-requête ici, je vais faire select password from accounts where username égale player. Donc là, je récupère le mot de passe de l'utilisateur player et je veux vérifier, je veux reconstituer le mot de passe. Donc ce que je peux faire, c'est déjà vérifier la première lettre. Pour ça, je vais faire end substring, je crois que c'est ça, password. Je vais juste récupérer donc .1,1. Donc cette partie de ma requête, en fait, ce qu'elle fait, substring, c'est que ça récupère la première lettre, ça récupère une lettre au début, ça récupère donc la première lettre du champ password. Et donc end substring machin, donc, et la première lettre du mot de passe de player est égale à A. Est-ce qu'elle est égale à A, la première lettre du mot de passe de player? Non, elle n'est pas égale à A. Est-ce qu'elle est égale à B? Non. À C, etc. C'est très chiant de le faire à la main. Je vais peut-être utiliser Burp Suite. Ça, je crois que c'est autorisé à l'OSCP. Je pense. Je vois pas pourquoi ça le serait pas d'ailleurs. Ce serait étonnant. Mais on va devoir utiliser Burp pour brute force ça un peu plus rapidement, on va dire. Donc, je vais juste lancer Burp. Je vais lancer Burp Suite. Alors, par contre, je crois que j'ai des soucis sur par AutoOS avec Burp. Je crois qu'il se lance pas par là. Ah, si, il se lance. Ok. Avant, il se lançait pas par l'interface graphique. J'étais obligé de le lancer par le terminal. Je vais juste fermer ça. Close without saving. Next, start burp. Ok, proxy. Donc là, j'ai mon proxy et je vais. Alors, par contre, ça va pas intercepter les requêtes vers le serveur WebSocket. Je vais devoir lancer ça depuis. Je vais devoir lancer le navigateur intégré à Burp, sinon ça va pas intercepter les requêtes vers le serveur WebSocket. Je sais pas pourquoi ça fait ça d'ailleurs. Je vais juste. Hop. Je vais copier tout ce payload là. Donc sur le navigateur de Burp, je vais aller sur sock-player.socker.htb. Bon, j'imagine que mon compte a été supprimé, hein, comme j'ai mis un peu de temps, que la box se reset régulièrement. Je vais juste me recréer le compte. Voilà, hop, hop, sign in. Donc là, je vais juste re-rentrer mon payload, entrée, ticket doesn't exist. Ok, donc maintenant si je vais sur Burp, ici, je devrais avoir dans mon historique WebSocket, voilà, il y a la requête ici que j'ai envoyée au serveur WebSocket. Je vais l'envoyer au repeater, voilà. Et ici, je vais pouvoir renvoyer mes requêtes et voir le résultat ici. Donc, est-ce que la première lettre du mot de passe de player est égale à A? Send, il me dit ticket doesn't exist, donc ça veut dire que non. La première lettre n'est pas égale à A. Là, au lieu de faire ça à la main, je vais envoyer ça. Je peux pas envoyer ça au... Alors, je ne peux pas envoyer cette requête à l'intruder, qui est un outil qui permet d'utiliser des word lists et de brute force certaines choses, faire du fusing, etc. Ça me pose problème, je pensais que je pouvais le faire. Bon, bah, je vais devoir quand même le faire à la main. Alors il y a une autre technique, au lieu de mettre un égal, on peut mettre le signe supérieur. Donc est-ce que la première lettre du mot de passe de player est supérieure à A? Oui, elle est supérieure à A. Est-ce qu'elle est supérieure à Z par exemple? Est-ce qu'elle est supérieure à Z? Elle n'est pas supérieure à Z. Donc elle est inférieure à Z. Mince, inférieure. Oui, elle est inférieure à Z. Comme ça, on peut retrouver les caractères un par un. C'est très long à la main, c'est chiant, mais je vous le montre quand même. Donc, est-ce que c'est supérieur à H? Send, oui. Alors, moi, je fais pas d'une lettre en une lettre. Hein. C'est plus rapide de sauter comme ça de plusieurs lettres. Vous pouvez trouver plus vite. J, K, L, M. Je sais pas, est-ce que c'est supérieur à M? Oui. À O, est-ce que c'est supérieur à O? Oui.
à P, c'est pas supérieur à P. La première lettre du mot de passe de player est supérieure à O, mais pas à P. Ça veut dire qu'elle est peut-être égale à P. Elle est égale à P. Ok, alors la première lettre est égale à P. Alors le souci, alors là vous pouvez pas le savoir la première fois que vous faites la box et quand vous connaissez pas trop, vous pouvez pas vous en douter. Si vous faites la box en parallèle, au cas où je l'explique maintenant. En fait, le souci là, c'est que la fonction substring machin, enfin cette partie de la requête, ne va pas faire la différence entre les minuscules et les majuscules. Là, vous voyez, si je mets un P majuscule, que j'envoie la requête, il me répond toujours vrai. Il me dit pas, il fait pas la différence entre P minuscule et P majuscule. Donc le souci, c'est qu'on aura peut-être un mot de passe incorrect en fait, si on ne vérifie pas les majuscules et minuscules. Pour pallier à ça, c'est propre à MySQL là ce que je vous montre, hein, ça marche peut-être pas sur les autres types de bases de données. On va faire end, on va rajouter le mot-clé binary et après substring machin machin égale P. Là, si je fais send, ticket existe. Et si je mets un P minuscule, ticket doesn't exist. Maintenant, il fait la différence entre les majuscules parce que j'ai rajouté le mot-clé binary ici. Et ça va nous permettre de faire la différence avec le égal ici, à faire la différence entre les majuscules et les minuscules. Donc on sait du coup que la première lettre du mot de passe de player, c'est la lettre P. Donc je vais ouvrir un bloc-notes ici, P majuscule, je précise. On ouvre un bloc-notes, je vais le mettre ici, hop, et je vais noter P majuscule. Alors, chose que j'ai oublié de faire, je fais pas vraiment les choses dans l'ordre, excusez-moi, c'est de vérifier la taille du mot de passe. Alors pour ça, je vais juste enlever le mot-clé binary, et ici je vais faire appel à la commande, enfin à la fonction, pardon, length, pour longueur, et on va récupérer la longueur du champ password. Est-ce que la longueur du champ password est supérieure à 10 caractères? Send, elle est supérieure à 10 caractères. Est-ce qu'elle est supérieure à 15 caractères? Oui. À 20 caractères? Elle n'est pas supérieure à 20 caractères. Est-ce qu'elle est égale à 20 caractères? Oui. Ok, donc la longueur du champ mot de passe est égale à 20. Donc on sait que le mot de passe, ou le hash du mot de passe, on verra ça après, est égal à, oui, la longueur du mot de passe est égale à 20 caractères. Donc je vais juste me le noter. Donc on sait qu'à partir du 20e caractère, on n'aura pas à tester d'autres caractères puisqu'on aura le mot de passe entier. Length égale 20, je vais juste me le noter ici. Voilà, je vais juste récupérer du coup le deuxième caractère maintenant. On va tester le deuxième caractère. Donc est-ce que le deuxième caractère du mot de passe est supérieur à A? Oui. Est-ce qu'il est supérieur à G? Est-ce qu'il est supérieur à K? Est-ce qu'il est supérieur à O? Non. L? Non. Est-ce qu'il est égal à L? Ok. Donc vous voyez, on teste plusieurs caractères et au bout d'un moment, on peut déduire. Du coup, si c'est supérieur à A mais inférieur à C, bah du coup le caractère c'est B, logiquement. Vous voyez? Donc c'est dans l'ordre alphabétique. Hein. Et donc là, on sait que le deuxième caractère du mot de passe, c'est L. Voilà. Et vous faites ça en fait pour chaque caractère. Je vais peut-être mettre ça en timelapse dans la vidéo, parce que je ne vais pas expliquer pour chaque caractère. Mais là, globalement, vous avez juste à incrémenter. Chaque fois que vous trouvez le caractère, vous incrémentez de 1 ici, et vous retestez le troisième caractère, puis le quatrième, puis le cinquième. Vous faites ça pour chaque caractère. Vous pouvez écrire un script Python si vous savez coder en Python. J'essaierai de vous en écrire un à la fin de la vidéo, un script Python pour automatiser ça, et je vous le mettrai dans la description peut-être ou dans mon write-up si ça peut vous servir. Mais voilà. Donc je vais mettre en timelapse. Là, je vais essayer de trouver chaque caractère du mot de passe et je vous reprends dès que c'est terminé. Donc vous voyez ici que déjà, j'arrête le timelapse juste pour vous dire que, vous voyez le mot de passe il commence par play. Donc là, au lieu de brute force comme un Golgoth là, chaque caractère, on peut peut-être déduire que le début du mot de passe, ce serait peut-être le mot player. Alors on va tester le cinquième caractère, vous voyez. On va essayer E. Est-ce que le cinquième caractère est égal à E? Oui. Est-ce que le sixième caractère est égal à R? Vous voyez, vous pouvez faire un peu par déduction comme ça pour gagner du temps. Player, ok, voilà, bon, on sait que le début c'est player. Est-ce que c'est player au pluriel? Peut-être on va essayer players. Est-ce que le septième caractère pardon, est égal à S? Non, ok, donc le début du mot de passe c'est player. Voilà, donc on peut gagner un peu de temps comme ça par déduction quand on voit qu'il y a des mots qui commencent à se construire. Donc voilà, je reprends le timelapse et on continue du coup à brute force le mot de passe. Ok, donc on a fini de reconstituer le mot de passe. Heureusement, il n'y avait pas de caractères spéciaux dedans, sinon ça aurait été un peu plus chiant. Donc là, il y avait des lettres minuscules, majuscules et des chiffres. Donc là, on a le mot de passe
de l'utilisateur player, c'est même pas un hash, c'est juste un mot de passe en texte clair. Donc là, on a deux vulnérabilités. Une, c'est l'injection SQL, puisqu'on n'est pas censé pouvoir injecter du code SQL comme ça. Et la deuxième vulnérabilité, entre guillemets, le deuxième souci de sécurité qu'il y a, c'est que les mots de passe sont en clair dans la base de données. On n'est pas censé stocker des mots de passe en clair dans les bases de données depuis bien longtemps. Normalement, on est censé stocker des hashes, et des hashes si possible, même normalement c'est obligatoire, mais des hashes avec un algorithme suffisamment robuste. Si vous voyez des bases de données avec des hashes en MD5, c'est un peu de la merde, hein, désolé du mot, mais voilà, donc ça ne se fait pas. D'ailleurs, récemment, il y a eu un petit moment, il y a eu une fuite de base de données d'une mutuelle dont les mots de passe étaient hachés en MD5. Voilà, normalement, on n'est plus censé utiliser du MD5 depuis un bon moment pour hacher des mots de passe dans les bases de données. On est censé utiliser des trucs bien plus robustes. Je n'ai plus les noms exacts. Je crois qu'il y a du Lcrypt, du Scrypt et du Bcrypt peut-être. Je crois que c'est ça qui est utilisé maintenant normalement. Enfin, le minimum conseillé, je crois que c'est ces algorithmes-là à vérifier. Donc là, voilà, la deuxième vulnérabilité, c'est les mots de passe en clair dans la base de données. Et donc, on a le mot de passe de player. Juste petite précision, j'ai oublié de le préciser au début, mais l'ordre des caractères en termes de grandeur, puisqu'on vérifie par rapport à supérieur, inférieur, égal, c'est d'abord les chiffres de 0 à 9, ensuite les lettres majuscules de A à Z, et ensuite les lettres minuscules de A à Z. Et donc, par exemple, si vous avez un caractère supérieur à 9, mais inférieur à B majuscule, du coup, le caractère que vous cherchez, c'est A majuscule, logiquement. En gros, j'essaierai de vous afficher à l'écran avec des couleurs pour que ce soit plus clair. Mais donc là, on a le mot de passe de player. On peut le copier. Ici, sur notre reverse shell, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder si l'utilisateur player a réutilisé son mot de passe du site pour son compte local. Est-ce qu'il a réutilisé le même mot de passe pour les deux comptes? Pour ça, on fait SU player, donc pour switch user player, on va changer d'utilisateur pour se connecter en tant que player. Et ici, on colle le mot de passe qu'on a trouvé, c'est normal s'il ne s'affiche pas, et on est connecté en tant que player. Donc ici, encore une autre vulnérabilité, c'est que l'utilisateur player a réutilisé le même mot de passe pour son compte local sous Linux que pour son compte utilisateur sur l'application web, qui sont deux services complètement séparés. Donc c'est à éviter, comme d'habitude, hein, je le précise, à éviter de réutiliser le même mot de passe pour différents services, c'est pas très prudent. Et donc on a pu compromettre son compte utilisateur local à cause de ça. Donc on est connecté en tant que player. On sait qu'en tant que player, on peut exécuter, on l'a vu tout à l'heure, on peut exécuter des stats en tant que root, sans mot de passe. Et je vais faire, donc si je fais do as, allez, do as, -uroot, donc ça vous pouvez le voir dans la documentation, vous aurez un lien de la documentation de do as dans la description, et sinon vous pouvez faire juste, je vais vous montrer, pour voir comment utiliser do as, vous pouvez faire man do as, je pense, ouais voilà ça fonctionne. Donc là, vous avez le manuel de do as, et il vous explique ici l'option -u user, execute the command as user. Voilà, donc on vous dit que pour exécuter en tant qu'un autre utilisateur, c'est -u et le nom d'utilisateur en question. Donc je fais do as -uroot et je vais exécuter usr bin destat. Et visiblement, ça nous exécute donc des stats et on n'a pas d'erreur. Alors des stats, bon, je sais déjà ce que c'est puisque j'ai déjà fait la box, mais on va chercher sur Google ensemble. Je vais faire juste CTRL-C pour annuler la commande. On va chercher ce qu'est des stats, à quoi ça sert. Donc ici, je vais taper des stats. Et ici, on a Linux man page. Bon, on aurait pu regarder aussi dans le manuel directement, c'est la même chose, mais là ils nous disent Destat is a versatile replacement for vmstat, eostat and efstat. Ok, Destat overcomes some of the limitations and adds some extra features. Allow you to view system resource instantly. Donc en gros, ça nous affiche des données sur l'utilisation système, donc l'utilisation des ressources du système, pardon. A priori, rien de qui pourrait a priori nous permettre de passer admin. On peut regarder sur GTFOBins, qui est un très bon site que j'utilise dans beaucoup de vidéos CTF sous Linux. Pour pas mal de vidéos, je m'en suis servi, surtout sur TryHackMe. C'est un site qui répertorie les différents exécutables qu'on peut exécuter pour passer route. Donc je vais taper GTFOBins et ici, donc vous voyez, on a différents exécutables, setzip, etc. On va chercher des stats. Et ici on voit des stats, on clique. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent des stats permet d'exécuter des scripts Python arbitraires qui sont chargés en tant que plugin externe s'ils sont localisés, enfin s'ils sont placés dans un des répertoires qui sont mentionnés dans le manuel de Destat, dans la section Files. Et donc si on place un plugin, un fichier Python, un script Python dans un de ces répertoires, on peut l'exécuter comme un plugin externe avec des stats. Ils nous disent de choisir dans lequel on veut écrire, ok. Si on a la possibilité d'exécuter le binaire, donc des stats, si on a la possibilité d'exécuter des stats en tant que super utilisateur, donc root, avec sudo, bon là il précise sudo, mais nous on peut avec do as, donc ça revient un peu au même. It does not drop the elevated privileges, donc il ne relâche pas les privilèges élevés, et peut être utilisé pour accéder au système de fichiers élevé ou maintenir un accès privilégié.
Et là donc on a echo, donc on a une commande qui crée un script Python qui contient un shell. Et donc comme on peut exécuter des stats en tant que root, les plugins qui seront exécutés par des stats seront eux aussi exécutés en tant que root. Donc si on crée un plugin qui nous ouvre un shell, ce shell sera ouvert en tant que root. Donc on va simplement copier cette commande, on va aller dans notre reverse shell ici, je vais coller cette commande et ça va tout simplement nous créer un fichier destats-xxx.py qui contient donc ce code Python. Donc on importe le module OS qui est un module qui permet entre autres d'exécuter des commandes système, pas que mais en partie. Et ici os.execv, ça permet d'exécuter une commande système et on va exécuter /bin/sh, donc on va exécuter tout simplement un shell et on redirige tout ça dans ce fichier là, donc un fichier .py. Alors à noter que les scripts Python qu'on veut utiliser comme plugin pour des stats doivent se nommer de cette manière là. On doit les nommer destats-du-bas, le nom du plugin .py. Si on rajoute pas le destat-du-bas avant, destat ne va pas les reconnaître comme un plugin. Donc on fait entrer, donc là on n'a pas eu d'erreur, c'est qu'on a bien pu écrire ce fichier là. Je vais dans le doute, par précaution, je pense pas que ce soit obligé, mais je vais le rendre exécutable, chmod plus x. Voilà, je rends mon plugin exécutable. Et ici, ils nous disent d'utiliser destat --, et donc le nom du plugin, qui est xxx ici. Je vais juste réexécuter destat, comme je l'ai fait ici, en tant que root. Donc on exécute destat en tant que root, et on l'exécute avec le plugin xxx qu'on a créé juste au-dessus. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un shell en tant que root. Si je fais id, on voit que j'ai pour ID utilisateur root, pour ID de groupe root. Donc voilà, on est bien root et on a accès normalement à toute la machine. Donc si je fais cd/root, ls-la, on voit que j'ai le flag root.txt ici, que je peux lire normalement. Donc on est passé root. On a terminé la box de manière OSCP friendly, on n'a pas utilisé SQL Map ni rien. Donc voilà, c'était une box plutôt cool. Donc on a fini cette box qui était quand même, alors ils mettent easy. Alors c'est vrai que quand on regarde ici, les gens ont plutôt voté not too easy et medium. C'est vrai que c'était, alors j'ai mis not too easy, j'aurais peut-être dû mettre medium même pour la partie user. La partie root était quand même relativement simple, mais la partie user pour passer player avec l'injection SQL et tout, si vous n'utilisez pas SQL Map, c'est bien plus compliqué. Mais je vous encourage à ne pas utiliser SQL Map si vous voulez vous préparer l'OSCP. Quand vous faites des box, des labs, des CTF, ce que vous voulez, essayez au maximum de faire ça de manière OSCP friendly, c'est-à-dire sans SQL Map, sans interpréteur et tout. Comme ça vous préparera bien mieux à l'OSCP, je pense. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur cette box? On a, ça change pas, on a énuméré les ports ouverts, les services qu'il y avait sur ces ports, leur version. On a vu qu'il y avait une application web sur le port 80 et on a vu que sur cette application web, il y avait Tiny File Manager qui était installé. Tiny File Manager qui est un gestionnaire de fichiers codé en PHP qui permet donc d'upload, modifier, etc. des fichiers sur le serveur web depuis notre navigateur. La première vulnérabilité qu'on a trouvée, c'est qu'il y avait encore les identifiants par défaut qui n'avaient pas été changés, donc première vulnérabilité. Donc on a pu se connecter à Tiny File Manager. Ensuite on a pu créer un fichier PHP et l'exécuter. Donc deuxième vulnérabilité entre guillemets, ou plutôt mauvaise configuration on devrait dire, c'est qu'on pouvait exécuter des fichiers PHP dans le répertoire upload. Ils auraient pu configurer le serveur web de manière à ce qu'on ne puisse pas exécuter ces fichiers PHP là. Donc ça c'est la deuxième vulnérabilité, donc on a eu un pied dans la machine comme ça. Donc on a vu ensuite qu'il y avait une autre application web sur le serveur qui était accessible avec le nom .sock-player.soccer.htb je crois, sur laquelle on pouvait s'inscrire et se connecter et rentrer un ticket pour accéder à des matchs. Et on a vu qu'il y avait donc une troisième vulnérabilité là, il y avait une injection SQL qui nous a permis d'énumérer les tables et les colonnes dans la table accounts. On a pu récupérer le mot de passe de l'utilisateur player. Une autre vulnérabilité encore, c'est que l'utilisateur player a réutilisé le même mot de passe pour l'application web que pour son compte local sous Linux. Donc on a pu se connecter en tant que player et ensuite qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu exécuter des stats en tant que root. A priori c'est pas une vulnérabilité en soi, le souci c'est qu'on a pu exécuter des scripts Python arbitraires et que donc on a pu exécuter un script Python qui nous ouvre un shell en tant que root et on est passé root. Alors ça je sais pas comment pallier à ça, je pense qu'on peut modifier le fichier de configuration de doas pour que ce soit plus strict et qu'on puisse pas rentrer n'importe quel paramètre dans des stats pour éviter d'exécuter des scripts Python arbitraires.
Ou une autre possibilité, ça aurait été d'enlever les droits d'écriture à l'utilisateur player dans le répertoire des plugins des stats. Donc voilà, il y a plusieurs manières de pallier à ça. Je sais pas laquelle est la meilleure, mais voilà, je pense que moi ce que j'aurais fait personnellement, ça aurait été d'enlever les droits d'écriture aux utilisateurs dans le répertoire des plugins des stats pour éviter qu'ils puissent exécuter des plugins arbitraires. Donc voilà, c'était vraiment cool comme box. Alors pour une easy sans SQL map, c'est plutôt du medium. Du coup, si vous n'utilisez pas SQL map, j'aurais plus classer ça en médium, puisqu'il faut quand même avoir certaines connaissances en SQL déjà de base. Vraiment, si vous avez du mal avec les injections SQL et que vous n'avez pas encore appris le SQL en lui-même de base, je vous conseille vraiment de d'abord apprendre le langage SQL et ensuite d'apprendre les injections SQL, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais appris le SQL et qui essaient directement d'apprendre les injections SQL. Je dis pas que c'est pas possible, mais je pense que c'est pas forcément la meilleure manière d'apprendre les injections SQL. Comme d'habitude, vous aurez le sommaire en description, le lien de la box, le lien du compte rendu. Je vous mettrai aussi maintenant le lien de mon site parce que j'ai commencé à faire un site, vous voyez, cybereta.github.io. J'ai commencé à me faire un site pour centraliser un peu tout. Alors, je suis limité à du HTML et du JavaScript et en plus en front-end, je suis nul, vraiment nul. Donc si le site est pas très beau, excusez-moi. J'essaie de faire ce que je peux, voilà. Faudrait peut-être que j'apprenne un peu plus à faire des beaux trucs en front-end. Faudrait que je me forme un peu plus au développement front-end peut-être. Mais c'est pas pour de suite, c'est pas ma priorité. Mais sur mon site, vous aurez vous aurez du coup la dernière vidéo, vous aurez une liste de certains projets que j'ai créés, même s'il n'y en a qu'un pour l'instant parce qu'il y a plein de projets que j'ai pas upload sur GitHub, qu'il faudrait que j'upload. Vous aurez tous mes comptes rendus, en fait ce sera juste un site qui permet un peu de tout centraliser. Donc voilà, petit moment pub pour le serveur Discord. Vous cherchez un serveur Discord d'entraide et de partage dans le thème de la cybersécurité? Le serveur CTF Hacking France est fait pour vous. Que vous soyez débutant ou non, vous êtes bienvenu, que ce soit pour être aidé ou pour aider. Nous organisons aussi des talks avec des invités qui nous partagent leur expertise. Le lien est dans la description. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un like et en me le disant en commentaire. Ou si vous avez des suggestions ou si vous avez remarqué une erreur ou n'importe quoi, vous pouvez donner votre avis en commentaire évidemment. De manière constructive et pas de manière hautaine comme certains pourraient le faire pour flatter leur ego. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine!